Quand j'étais petit, il y avait un jeu et une console qui me faisaient rêver plus que tous les autres, Sonic Adventure et la Dreamcast. Quand j'ai vu la machine faire tourner le jeu dans le salon familial quand j'avais à peine 3 ou 4 ans, j'ai tout de suite su que ça allait être mon jeu préféré pendant plusieurs années. Et quelle claque pour un enfant dès l'introduction. Le titre est une merveilleuse vitrine technologique pour la console, mais c'est également un superbe jeu. Les niveaux sont de merveilleuses attractions accompagnées d'une bande-son légendaire. J'aime son ambiance, son univers, ses cinématiques, et surtout ses personnages. Knuckles, le solitaire trop classe, Chaos, le méchant énigmatique, le 102, le robot tourmenté, et surtout Sonic, l'hérisson le plus cool de l'univers. Sonic Adventure, c'était donc ma première rencontre avec la mascotte de Sega, et j'étais déjà un fan conquis. Plus tard, j'écumerai tous ces vieux jeux en attendant les prochains. Et ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était que l'âge d'or du hérisson était déjà terminé, et que je ne revivrais plus jamais la même claque que sur Dreamcast. Il y a eu des jeux sympas, des jeux moyens, des jeux terrifiants, mais jamais un seul ne sera à l'image de ce qu'était Sonic avant. Entre des développements chaotiques et des changements de formule à chaque nouvel opus, impossible pour la Sonic Team de souffler un coup. Et même quand un jeu était très bon, ce n'était pas garanti que celui d'après ne soit pas une énorme déception. Finalement, c'est fin 2022 que j'écoute les conseils de plusieurs amis et décide de me procurer Sonic Frontiers, le dernier jeu en date. Et je dois bien l'avouer, je ne m'étais pas autant amusé sur un Sonic depuis la Dreamcast en fait. Je ne dis pas qu'il est au même niveau que les premiers épisodes, mais je dois avouer que cette nouvelle formule semble être une direction prometteuse. Alors dans cet épisode, on va se demander si, avec Sonic Frontiers, la Sonic Team tient enfin la formule qu'elle recherchait depuis 20 ans. Avant de parler de la nouvelle formule de Sonic, il serait peut-être sage de se rappeler les précédents épisodes. Il y a globalement un consensus autour de 5 précédentes périodes. L'ère classique, l'ère difficile, l'ère adventure, l'ère sombre et l'ère du boost. La période classique, vous vous en doutez, c'est les débuts de Sonic et de la Mega Drive. On y inclut Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3 et Sonic & Knuckles. Des jeux excellents qui s'améliorent à chaque fois avec un level design soigné, un gameplay rapide et prenant, des sprites somptueux, des musiques cultes, bref, c'est l'âge d'or. On passera très rapidement sur l'ère difficile qui va de la fin de la Mega Drive jusqu'à la Saturn. C'est une période de spin-off assez anecdotique en attendant que Sonic passe vraiment à la 3D pour la génération d'après. Vient ensuite la Dreamcast pour l'ère Adventure, avec Sonic Adventure 1 et 2. Des jeux appréciés par les fans de la licence, avec un passage en 3D agréable et qui montrait toutes les capacités techniques de la console. Le premier jeu se payait même le luxe d'avoir des hubs ouverts à grande échelle, dans lesquels se balader entre les niveaux. Sega tient une nouvelle formule pour sa mascotte. L'ère Adventure continue avec Sonic Heroes, sauf que le twist cette fois c'est que Sega a dû arrêter la production de consoles pour devenir un éditeur tiers. La Sonic Team doit donc se restructurer, et surtout pondre un nouveau jeu pour 4 nouveaux supports. Vous imaginez bien que devoir sortir un titre pour la GameCube, la PlayStation 2, la Xbox et le PC quand tu découvres les 4 hardware en même temps, ça donne un jeu tout juste correct, à cause de moult bugs et d'une maniabilité hasardeuse. Mais le pire ne faisait qu'arriver pour la Sonic Team. L'âge sombre commence en 2005 avec un spin-off absolument éclaté sur Shadow the Hedgehog. Pendant ce temps, l'essentiel de la Sonic Team commence à travailler sur la génération PS 360 qui arrive, avec un jeu ultra ambitieux, qui se veut comme le véritable Sonic Adventure 3, le hélas tristement célèbre Sonic the Hedgehog. Encore une fois, le développement est très compliqué, avec une deadline intenable. Sonic 2006 est une véritable catastrophe. Des bugs de partout, un level design catastrophique, un gameplay maladroit, un scénario complètement stupide, et surtout une direction artistique hideuse. Il suffit juste de regarder la tête de Eggman avec son look réaliste ultra malaisant. On se consolera surtout en écoutant l'OST qui est toujours sympa, mais il ne fait aucun doute que c'est certainement le jeu qui a fait le plus de mal à la saga en termes de réputation. La Sonic Team tentera de se faire pardonner 2 ans plus tard avec Sonic Unleashed. Cette fois-ci on arrête les multiples personnages jouables et on se concentre uniquement sur Sonic. Ce dernier s'offre malgré tout des phases d'action bourrines avec sa forme garou, qui sera hélas peu appréciée. Cependant, les phases de jour, elles, offrent un joli spectacle, et le hérisson n'a jamais été aussi rapide. L'équipe tient encore une nouvelle formule, celle du boost. L'ère du boost se confirme avec Sonic Colors, un titre qui semble enfin faire l'unanimité. Ce n'est pas un grand jeu, mais c'est clairement un bon platformer sympa à caler sur sa Wii. Le titre propose des niveaux 3D boostés sauce Unleashed, et des phases 2D avec une physique un peu plus maladroite. Sonic Colors est également le début d'un retour à du très basique en termes de scénario. On arrête de vouloir étendre le lore et on se concentre sur Sonic qui doit arrêter Eggman. Viendra ensuite Sonic Generation, un titre très joli et surtout très apprécié. Sans doute le plus apprécié depuis la Dreamcast. C'est un gros hommage fanservice à toute la carrière du hérisson, même ses moments les plus honteux. Du grand spectacle pour les niveaux 3D et le retour du vieux Sonic pour les niveaux 2D. C'est sans aucun doute le meilleur titre de l'ère du boost. Hélas, Sonic Lost World sorti quelques années après sera très décevant, et ne permettra pas de réitérer l'exploit de Colors et Generations. La formule du boost semble déjà sur le déclin.
Puis arrive 2017. Cette année-là, 2 jeux Sonic arrivent à quelques mois d'écart. Ils sont deux. Déjà, Sonic Mania, qui est un superbe jeu en 2D qui nous replonge dans les plus grandes heures du hérisson. Mais il a un petit twist. En effet, Sonic Mania n'est pas développé par la Sonic Team. Il est chapeauté par un ancien collectif de personnes qui faisaient du fun game. Pendant ce temps, la Sonic Team est occupée sur un autre jeu qui sortira 3 mois plus tard, Sonic Forces. Et là, c'est l'humiliation. Le jeu est un désastre qui se finit en à peine 2 heures. Comment une équipe de fans peut-elle mieux comprendre le hérisson que ses propres créateurs? Cela n'a pas de sens. Encore une fois, il faut tout raser, réfléchir et prendre le temps de réinventer Sonic. Suivront 5 années de doutes et d'interrogations jusqu'à la sortie de Sonic Frontiers fin 2022. Avec sa communication désastreuse, peu de joueurs s'attendaient à une bonne surprise, et pourtant c'en est une. Il est temps d'attaquer le cœur de cette vidéo et d'analyser les points forts de cette nouvelle formule. Dans Sonic Frontiers, on n'enchaîne pas les niveaux de manière linéaire, comme dans les précédents épisodes. Non, ici on passera la plupart du temps dans des zones ouvertes. Des zones ouvertes, oui, car c'est Takashi Iizuka, le producteur du jeu, qui utilisera plusieurs fois le terme Open Zone durant la communication du jeu. Bref, ces Open Zones sont au nombre de 5 et permettent de se balader librement avec Sonic à l'intérieur. On pourrait les rapprocher des zones ouvertes de Sonic Adventure. Mais la différence avec Frontiers, c'est que là les Open Zones sont le cœur du jeu. Là où dans Adventure, celle-ci nous servait principalement d'un hub XXL pour nous permettre d'accéder au vrai niveau. Pour l'équipe de Morio Kishimoto, le directeur du jeu, ces zones ouvertes sont la nouvelle évolution de Sonic pour la prochaine décennie. Le but avec Frontiers, c'est d'offrir un nouveau départ à la saga, histoire de fixer un design général pour les prochaines années et arrêter de changer de direction à chaque épisode. On peut donc rapprocher cette idée de celle de Sonic 1, qui fixera les points de départ de l'ère Mega Drive, ou de Sonic Adventure, qui servira de base jusqu'à Sonic 2006. Et je dois l'avouer, ces zones ouvertes sont une excellente idée. Déjà, le premier avantage majeur, c'est que ça permet au jeu de ne pas durer littéralement 3 heures, ce qui était le principal problème des épisodes de la période Boost. Mais le second point fort de ces zones ouvertes, c'est qu'elles sont sacrément fun à visiter. Le plus gros challenge pour l'équipe, c'était de ne pas créer des zones trop petites, pour pas qu'on fasse le tour trop vite avec un personnage super rapide. Mais pas non plus qu'elles soient trop grandes et donc trop vides, pour ne pas les rendre ennuyantes. Et je trouve qu'ils ont à peu près réussi ce juste milieu. Surtout dans la deuxième zone, celle du désert, qui semble être la préférée de la plupart des joueurs, moi y compris. Elle est grande, complexe et dispose de plein de petits recoins à explorer. Dans ces open zones, il y a plusieurs objectifs. Vaincre des ennemis ou des boss, réussir des puzzles ou des parcours, rencontrer les potes de Sonic pour avancer dans l'histoire, ou encore accéder au cyberspace, sur lesquels on reviendra après. Ce qui est intéressant avec ces objectifs, c'est qu'ils sont posés sur la carte de façon non linéaire. Tout le contenu du jeu est dispersé dans les zones et on le grignote dans l'ordre qu'on veut. On peut rapprocher cette philosophie de game design à une sorte de Breath of the Wild, mais version miniature. Pour Iizuka, cette façon de concevoir les zones permet de revenir aux sources de Sonic, aller très vite, mais tout de même trouver des trucs cachés en se baladant. Il est vrai que dans les Sonic 2D, il pouvait arriver à n'importe qui de trouver un power-up caché derrière un mur sans le savoir. Les zones ouvertes ont pour moi été une excellente surprise, j'ai apprécié leur côté vraiment ouvert justement et la variété des défis proposés. Cependant, ce n'est pas encore irréprochable, et j'ai notamment quelques reproches sur le côté anecdotique de certains puzzles. Il y a également peu de variété dans les biomes, car après la zone 3, on se rend compte que le jeu recycle ses propres décors. On n'ira pas plus loin que la plaine, le désert et le volcan. Mais selon moi, ces open zones sont une excellente base, qui ne demandera qu'à être améliorée dans les épisodes suivants. Déjà en agrandissant la variété des décors. On peut par exemple imaginer une zone urbaine à la manière d'un Station Square ou d'un City Escape, ce qui permettrait à Sonic de grimper sur des gratte-ciel à la manière d'un Spider-Man. Ou revenir à un délire de tour du monde comme dans Sonic Unleashed, pour varier les environnements. Abordons maintenant le cyberspace. Qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit tout simplement de niveaux de Sonic à l'ancienne. Comme je l'ai expliqué précédemment, dans les open zones on débloquera des accès au cyberspace, ce qui nous permet de faire des niveaux dans l'esprit des anciennes formules, avec des parcours linéaires en 2D ou en 3D. Ce sont des petits parcours sympas avec plusieurs objectifs, qui permettent à Sonic Frontiers de ne pas non plus totalement se dépayser par rapport aux anciens jeux. Tellement qu'en vérité une bonne partie reprend le level design d'anciens titres. Ainsi, si on a bien dosé les précédents volets, on reconnaîtra des bribes de passage de Sonic Adventure 2, Sonic Generations, ou encore Sonic Unleashed. Du coup, évidemment, on peut encore crier au recyclage, mais je pense que cela s'explique encore une fois par un développement compliqué. Sonic Frontiers a commencé son développement en 2017, et l'équipe repartait de zéro pour réinventer son personnage. Et 5 ans aujourd'hui c'est long, mais dans le monde du développement de jeux vidéo, plus tellement finalement. Surtout que la Sonic Team n'est pas colossale, environ une 60aine de personnes, et que la pandémie de Covid-19 a dû frapper en plein milieu. Ça n'excuse pas tout bien sûr, mais cela reste des explications. Du coup, je dirais que les cyberspace sont encore une fois sympas dans cet épisode, mais qu'ils pourraient être améliorés dans le futur. Il suffit d'avoir plus de level design originaux, et d'être encore une fois plus variés dans les décors.
D'ailleurs, en parlant de décor, les cyberspace représentent un autre point fort du point de vue des développeurs. C'est que la direction artistique permet d'être plus léger dans les décors de fond, et de plus se concentrer sur le level design en lui-même. C'était aussi un problème fondamental de la formule du boost. Prenez par exemple Rooftop Run de Sonic Unleashed. On est d'accord, c'est vraiment un super niveau. Mais juste regardez le travail de fou que ça a dû demander de pondre autant de décors, pour un niveau qu'on trace à 200 km/h et qu'on plie en moins de 5 minutes. Je pense que c'est juste trop d'énergie demandée pour ce qu'on y fait réellement. La formule du boost c'était un beau spectacle, mais la marge pour l'améliorer était très minime. Je pense donc que le cyberspace est un bon compromis pour offrir de bonnes sensations de vitesse, et permettre aux développeurs de pouvoir se concentrer sur le level design concret, plutôt que sur du superflu. Parlons maintenant du plus important, le gameplay. Dans Frontiers, Sonic est globalement moins rapide que durant ses aventures des années 2010. C'est effectivement la fin du boost à la Sonic Unleashed. Il y a toujours un boost, mais il est moins énervé. Un changement dur, mais qu'il fallait effectuer pour rendre le personnage plus permissif. Un Sonic moins rapide, c'est un Sonic qui se contrôle mieux, et qui peut mieux se mouvoir dans la 3D. Ce qui permet aux développeurs d'inclure plusieurs obstacles et parcours dans les zones ouvertes, qui sont pour la plupart agréables à effectuer, avec un personnage plus maniable. Une maniabilité qui offre une courbe de progression, un peu à la manière d'un Mario Odyssey et ses optimisations dans le saut. Sonic Frontiers permet de s'améliorer. Avec un enchaînement de type boost plus saut plus H, on peut par exemple atteindre des endroits très hauts ou très éloignés. C'est un gameplay qui permet de réussir des tricks, aussi bien dans les zones ouvertes que durant les cyberspace. C'est typiquement le genre de gameplay que j'apprécie dans un platformer. Être simple à apprendre, mais qui permet de toujours s'améliorer, avec de l'exploitation de mécaniques. Évidemment, tout n'est pas non plus parfait, certains passages peuvent être assez maladroits, mais comparé à certains épisodes de la saga, je vais pas faire la fine bouche. Cependant, Sonic Frontiers introduit de nouvelles choses, en dehors d'avoir un personnage réellement maniable. Ce qui avait fait l'objet d'un gros temps de communication, c'est la fameuse boucle. Dans cet épisode, Sonic se découvre la faculté de pouvoir tracer des lignes lumineuses dans son sillage. C'est une mécanique fun et qui se manie très naturellement. Elle nous sert à faire des boucles qui peuvent être utilisées à plusieurs niveaux. Pour farmer des rings, pour nous aider durant les combats, et surtout pour réussir les puzzles. C'est une mécanique sympa qui permet de se détacher des simples boutons. Devoir activer un mécanisme en faisant un cercle autour, c'est tout con, mais c'est déjà plus satisfaisant que de devoir s'arrêter et appuyer dessus. Cela correspond plus au momentum de Sonic, où on aime rarement s'arrêter de bouger. Pour ce qui est des combats en eux-mêmes, il y a du bon et du moins bon. La plupart des ennemis ont un petit pattern pour être vaincus. Cela peut être devoir faire une boucle autour pour briser sa défense, ou réaliser plusieurs sauts ou sprints pour pouvoir l'atteindre. J'aime bien le fait de devoir réellement utiliser les mécaniques pour vaincre les ennemis. Cela change des simples robots d'Eggman où il fallait juste devoir sauter dessus. Cependant, je suis un peu plus sceptique sur le côté beat'em up. Les combats sont assez imprécis et il y avait moyen de faire quelque chose de plus lisible. Un peu à l'image des cyberspace, je pense qu'il y a du potentiel dans le système de combat, mais qu'il devra être amélioré dans un prochain volet. Sonic Frontiers se déroule sur les îles de Starfall, un archipel sur lequel Sonic et ses amis se sont écrasés alors qu'ils poursuivaient Eggman, pensant que ce dernier préparait encore un mauvais coup. À son réveil, Sonic fera la connaissance d'une mystérieuse entité numérique nommée Sage, qui le mettra en garde de ne pas poursuivre sa quête, sous peine de se faire salement goumer par les titans qui règnent sur les îles. Au fil de l'aventure, on retrouvera les copains de Sonic, qui semblent bloqués dans un autre plan de la réalité. On découvrira également que les îles abritaient autrefois les Anciens, un peuple avec une technologie très avancée. Ces derniers semblent avoir été annihilés par une entité mystérieuse. Sonic Frontiers, c'est donc le retour à de vraies histoires pour Sonic. On abandonne le côté trop simpliste et enfantin de Colors et Generations, et surtout on ne tombe pas dans le kitsch qui se prend trop au sérieux de Sonic Forces ou 06. À l'écriture de cet épisode, on retrouve Ian Flynn, un scénariste qui chapeaute la série de comics de Shady W. Un comics que je vous recommande chaudement au passage, car il est ultra respectueux de l'univers des jeux, de ses personnages, et permet des arcs vraiment ambitieux et prenants. Il y a même un arc zombie, bordel. Ian Flynn est donc un véritable fan de Sonic. Pour lui, c'était un rêve d'enfin pouvoir scénariser un jeu de la saga. Il aime cet univers et surtout ses bons côtés. Les personnages sont enfin traités comme ils auraient dû l'être depuis 20 ans. Amy n'est pas juste une fangirl insupportable, c'est un vrai personnage attachant avec ses propres envies. Knuckles, c'est pas juste un clown maladroit, mais c'est un solitaire qui a des convictions et qui traite Sonic comme un frère. Il y a également Tails qui reprend enfin son développement logique, introduit dans l'aventure, en se détachant de Sonic pour réussir à se débrouiller par lui-même. Et enfin Eggman, qui est le personnage préféré d'Ian Flynn. Ce dernier lui offre une nouvelle facette, en explorant son côté paternel envers Sage. Cela peut paraître tout bête, mais en tant que fan de la saga, ça me fait vraiment plaisir de retrouver un jeu Sonic avec une histoire bien dosée entre le ton trop enfantin ou trop sérieux.
De plus, le titre revient sur plusieurs aspects du lore des anciens jeux, surtout le premier Sonic Adventure. Ce qui n'est pas pour me déplaire, vous vous en doutez. Par exemple, à un moment on découvre à quoi ressemblait le peuple des anciens, et difficile de ne pas faire le rapprochement avec Chaos. On ajoute à cela des petits clins d'œil à presque tous les épisodes de la saga durant les dialogues avec les autres personnages, et on a un excellent fanservice, qui permet à nos personnages d'utiliser leurs aventures passées pour mieux progresser. Cette histoire est tellement bien et c'est tellement dommage que la fin du jeu ne lui fasse pas honneur à cause d'une fin de développement compliquée, qui se ressent totalement sur les dernières îles, et surtout sur le dernier boss, qui est une honte absolue. J'espère sincèrement que Ian Flynn reviendra à l'écriture du prochain jeu, il fait maintenant partie intégrante de cette nouvelle formule, car sans une écriture de qualité, on n'aurait pas vraiment envie de débloquer tous les petits dialogues sur la carte. Alors qu'on soit clair, je ne dis pas que Sonic Frontiers est un jeu parfait. C'est pas mon Sonic préféré, mais je le mets clairement au-dessus de tout ce qui a été pondu depuis l'ère Dreamcast par la Sonic Team. C'est une formule encore un peu maladroite, mais qui offre une base solide pour être améliorée par la suite. Le fait de devoir se balader dans des zones ouvertes avec Sonic pour y accomplir plusieurs activités donne un petit côté par d'attraction au jeu qui est très sympa. Ce qui n'est pas sans rappeler le côté montagne russe des épisodes 2D ou Adventure. Et pour moi c'est ça Sonic finalement, un parc d'attractions à portée de main. Il faut juste améliorer le tout, rendre les objectifs plus divers et varier les biomes. C'est également le cas des Cyberspace, qui, je l'espère, offriront pour la plupart un level design original dans la suite. Je disais également qu'il fallait améliorer le gameplay, mais c'est déjà le cas, avec les mises à jour gratuites sorties depuis le lancement du jeu. C'est cool de voir que Sega laisse la Sonic Team plus ou moins finir son jeu, suite à ses bonnes ventes. En effet, les développeurs ont par exemple ajouté le spin dash, ou la possibilité de garder son accélération durant le saut. C'était des demandes très récurrentes de la fanbase. Et enfin, on laisse l'écriture à des mains compétentes, et on arrête d'osciller à chaque jeu entre une histoire digne de Midi les Zouzous, ou les élucubrations d'un ado ténébreux des années 2000. Bref, je suis plutôt confiant pour l'avenir du Hérisson Bleu, et cela faisait des années que ça n'était pas arrivé. Pour moi, Sonic Frontiers, c'est une base bien solide qui ne demandera qu'à être améliorée par la suite. Sega et la Sonic Team, les clés sont entre vos mains, alors s'il vous plaît, ne nous décevez pas. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, il paraît que ça aide beaucoup à développer les petites chaînes. Je vous remercie également pour tous vos super retours sur les précédentes vidéos, et j'espère que celle-ci vous plaira également. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch, c'était Spy. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler.